bienvenue dans cette nouvelle vidéo de spécialité. Aujourd'hui, on parle d'histoire, de mémoire et de justice. Suite à des crimes de masse, en effet, le devoir de justice s'impose. Les attentes mémorielles, politiques et historiques de la part des victimes, de leurs descendants et des citoyens sont fortes. Seulement, la justice classique est insuffisante. Il est donc nécessaire de recourir à des tribunaux d'exception. Or, l'établissement d'une justice des crimes les plus graves, admise et reconnue de tous, porteuse d'une autorité indiscutée, nécessite une idée commune de justice, selon Amartya Sen, qui est mise à mal par les débats sur la qualification des crimes, la responsabilité des bourreaux ou la partialité des juges. Aussi, comment la justice peut-elle œuvrer pour apaiser la mémoire et rétablir la paix? Et pour commencer, on va parler d'un besoin de justice. Envisager le droit et la justice comme éléments pacificateurs s'inscrit dans une longue généalogie du droit de la guerre et de rêve d'une paix perpétuelle. Nombre d'institutions, comme le tribunal militaire international de Nuremberg et de conventions depuis celle de La Haye de 1899 et 1907 ou encore de Genève en 1949, se sont efforcées de réglementer et de limiter les effets de la guerre, voire de prévenir la répétition des crimes de masse, comme la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. L'impératif de justice, au lendemain des périodes de conflits et de graves atteintes aux droits humanitaires, s'est ainsi largement étendu depuis les années 70 à la faveur de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en 1968. Elle peut ainsi être un préalable, voire une condition au rétablissement de la paix. C'est le cas du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, créé durant la guerre de Bosnie. L'objectif est de faire savoir, pour mieux dissuader les perpétrateurs, qu'ils encourent des poursuites judiciaires, voire de désamorcer la spirale de la haine et de la vengeance. Boutros Ghali écrit ainsi « La seule alternative civilisée à ce désir de vengeance est de faire justice, de charger un tribunal indépendant et impartial de mener un procès équitable et de punir ceux qui auront été déclarés coupables. Cela n'empêche toutefois pas que des crimes plus graves soient commis, comme à Srebrenica en 1995. Un massacre qui fait 8000 morts et est considéré aujourd'hui comme un génocide. Enfin, les pays qui sortent de régimes autoritaires et dictatoriaux optent pour des mécanismes de justice transitionnelle. Dans ce processus, il est nécessaire d'organiser des procès, d'établir la vérité, d'indemniser les victimes, d'engager des réformes institutionnelles et de promouvoir la réconciliation. Cette justice transitionnelle fait l'objet d'une véritable promotion de la part des institutions internationales, l'ONU lui consacre même des guides. En 2001, des experts et des militants s'associent pour fonder International Center for Transitional Justice. Mais rendre la justice, ce n'est pas si simple, même si, comme le dit Aristote, elle est nécessaire au bonheur social dans la communauté politique. Après la destruction de tout ou partie d'un peuple ou d'une civilisation, il y a ainsi une exigence de justice et de réparation. Cela passe souvent par une première phase, qu'on appelle l'épuration. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, en France par exemple, les femmes ayant fréquenté les nazis sont tondues en place publique, tandis que leurs collaborateurs sont tués suite à de faux procès. C'est l'épuration sauvage, à laquelle succède très rapidement l'épuration légale dans les tribunaux. Cela permet, comme l'écrit Henri Rousseau, d'assurer la sécurité pendant la libération, de se venger, de réparer, de légitimer le nouveau pouvoir en place, mais aussi de reconstruire une nation ainsi épurée des responsables des crimes de guerre et de croire à nouveau en l'avenir. Seulement, peu de temps après la fin de la guerre, le gouvernement décide de promulguer des lois d'amnistie au risque de nier la souffrance des victimes ou de donner l'impunité aux bourreaux. En France, cette amnistie arrive dès 1947. Ces lois, qui imposent l'oubli, répondent à la nécessité de la reconstruction et à un retour rapide à la normale. En Espagne, à la fin de la dictature franquiste, la loi d'amnistie de 1977, surnommée le Pacte du silence, empêche de poursuivre à la fois les crimes commis au nom de ou contre la dictature de Franco. L'oubli n'est pourtant qu'une solution provisoire, et en 2007, une nouvelle loi sur la mémoire historique veut accompagner et indemniser les victimes du franquisme, déclenchant de vifs débats sur le bien-fondé de l'ouverture des fosses communes pour tenter d'identifier les victimes. Ainsi, l'amnistie et l'oubli, qui peuvent être un impératif d'unité nationale dans un premier temps, ne résistent pas au désir de vérité, ils ne réparent ni les rancœurs, ni les fractures au sein de la population. D'autres stratégies sont envisagées pour établir la réconciliation, en particulier au Rwanda où victimes et bourreaux vivent dans les mêmes lieux. L'engagement est pris de juger un maximum de responsables de ces crimes en un minimum de temps, une partie importante de la population ayant en effet participé au massacre aux côtés de l'armée et des milices inter-Amway. L'objectif affiché est de refaire société
en permettant de faire éclater la vérité sur le génocide pour assurer la réconciliation. Pierre Chenu écrit « J'ai longtemps cru que la mémoire servait à se souvenir, je sais maintenant qu'elle sert surtout à oublier ». Le repentir et les excuses exprimées par les accusés participent ainsi à l'œuvre de réparation voulue par le gouvernement, dans la mesure où elle offre une certaine reconnaissance aux victimes. L'Allemagne, d'ailleurs, en tant que responsable de la Shoah, est le premier État à mener une politique de pardon vis-à-vis de l'État d'Israël. En 1952, un accord sur un versement de réparation en faveur des victimes juives est signé entre les deux gouvernements au Luxembourg. Des jumelages entre des villes allemandes et israéliennes ont également pour but de renforcer les liens culturels entre les pays. On va ainsi doucement vers une vraie réconciliation. Enfin, cette réconciliation passe par la commémoration des crimes. Au Rwanda, les cérémonies rappelant le génocide sont des actes politiques forts impliquant l'État, la population et la communauté internationale. À l'inverse, en ex-Yougoslavie, le processus mémoriel est fort peu engagé, la réconciliation entre les populations et entre les États de l'ancienne Yougoslavie tarde également. Les projets d'adhésion à l'Union européenne, notamment pour la Serbie et la Bosnie, offrent l'espoir d'une perspective de réconciliation, mais sont retardés notamment à cause de cette mémoire compliquée du conflit en ex-Yougoslavie. Alors, les tribunaux essayent de rendre compréhensibles des événements qui, par leur brutalité, sont impossibles à accepter. Ils parviennent à faire ressortir les responsabilités, à mettre en évidence le rôle de l'embrigadement, la manipulation des foules par les discours de haine et la diffusion de fausses informations. Les discours de certains responsables politiques peuvent être mieux étudiés pour montrer de quelle façon ils contribuent à diviser les sociétés et à déshumaniser une partie de la population. Les débats sont ainsi l'occasion de redonner une légitimité et une dignité aux victimes, d'entendre leurs douleurs et leurs difficultés à vivre, et aussi du coup de construire l'histoire et la mémoire des conflits. C'est le cas en particulier des Gacaca, les tribunaux rwandais qui ont fait émerger les récits des massacres, permettant de reconstituer dans le détail les événements, de raconter les circonstances entourant la mort des victimes, d'établir la chaîne des responsabilités, voire d'identifier les noms et les corps des disparus. Cela contribue à réconforter les rescapés. Comme le dit Paul Kagame, président du Rwanda en 2004, cet accès aux informations a sensiblement apaisé les rescapés, qui ont d'ailleurs accordé le pardon à ceux qui l'ont demandé avec sincérité. Cet apaisement peut être considéré comme un élément majeur ayant ouvert la voie à l'amélioration des activités de commémoration. Cela permet à la mémoire de ces différents groupes sociaux de se construire et de s'apaiser, ce qui est indispensable à la pacification des relations sociales, et on pourrait rajouter indispensable, en fait, pour l'avenir de la société rwandaise. Le résultat de tout ça, c'est la patrimonialisation des sites de génocide. À Gizoki, près de Kigali, le mémorial du génocide abrite depuis 2004 les sépultures de 250 000 victimes, un musée et un auditorium. 3 autres mémoriaux nationaux et un grand nombre de lieux de mémoire commémorent aujourd'hui le génocide des Tutsis et permettent donc aux familles des victimes de se recueillir, mais aussi d'expliquer aux générations futures ce qu'il s'est passé. Enfin, la justice participe aussi à la construction de l'histoire de ces tragiques événements. L'historien peut obtenir de précieuses informations sur le déroulement des faits et l'élaboration du processus de violence, notamment en écoutant les témoins ou en recoupant les informations issues des enquêtes. Ces témoignages sont une source importante qui permet de comprendre le génocide des Tutsis de 1994 ou de construire l'histoire des guerres de l'ex-Yougoslavie. Parfois, les historiens sont aussi invités comme témoins pour replacer dans leur contexte des événements anciens et complexes. C'est le cas notamment d'Hélène Dumas, historienne spécialiste du génocide des Tutsis, qui a été conviée dans les procès des génocidaires réfugiés en France. Deuxième partie, après avoir vu pourquoi il y avait un besoin de justice, on va voir désormais quels sont les tribunaux qui ont été mis en place. Et on va parler ici, pour commencer, des tribunaux internationaux, puisque, après la Seconde Guerre mondiale, l'idée de mettre en place une justice internationale qui poursuivrait les dirigeants allemands et japonais s'est imposée. Les tribunaux militaires de Nuremberg puis de Tokyo se sont ainsi chargés de juger les principaux responsables des régimes nazis et nippons. Peu de procès, en revanche, sont organisés dans tous les autres pays belligérants. Seulement dans le cadre de guerres civiles et de guerres de masse, la justice ordinaire ne peut pas être suffisante. C'est le cas notamment en ex-Yougoslavie, où les principaux responsables bénéficient de complicité au sein de l'appareil politique, comme Radovan Karadzic, l'ancien président des Serbes de Bosnie, voire même du soutien de la population, comme Ratko Mladic, l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie. Rendre la justice dans le pays où les actes ont lieu est donc impossible. Aussi, l'ONU, en tout cas le Conseil de sécurité de l'ONU, a adopté des résolutions qui créent des tribunaux spécifiques, comme le TPIY, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, à La Haye en mai 1993, ou le TPIR, le Tribunal pénal international pour le Rwanda,
à Arusha, en Tanzanie, en novembre 1994. Dans les deux cas, c'est un petit peu comme si la communauté internationale voulait se faire pardonner son inaction durant les massacres. 161 personnes ont ainsi été inculpées pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide par le TPY et 93 par le TPIR. Les procédures judiciaires sont précédées d'enquêtes permettant de qualifier les crimes, notamment en Bosnie, voire d'établir la nature génocidaire des faits au Rwanda. En Yougoslavie, les enquêtes de terrain débutent ainsi dès 1992. Au cœur du conflit, les ONG et les équipes de la Commission internationale des personnes disparues amassent plus de 9 millions de pages de documents sur les atrocités du conflit. Ils exhument des charniers, comme à Budak, près de Srebrenica, afin d'établir la preuve des massacres. Ces enquêtes sont d'autant plus longues que les corps des victimes ont été dissimulés et les archives détruites par ceux-là même qui ont commis les crimes. Or, vous le savez, il n'y a pas d'histoire sans archives ou très peu, et pas de justice sans preuve. On assiste aussi à une multiplication des juridictions. Des procès peuvent ainsi être organisés devant des juridictions nationales au nom du principe de la compétence universelle. C'est le cas de Pascal Simbikangwa, capitaine de la garde présidentielle rwandaise qui a été condamné en 2014 par la cour d'assises de Paris à 25 ans de prison. Et si les tribunaux pénaux internationaux prennent fin en 2015 pour le Rwanda et en 2017 pour l'ex-Yougoslavie, les fugitifs sont aujourd'hui renvoyés devant le mécanisme au niveau de l'ONU qui poursuit en fait l'action des tribunaux pénaux internationaux après leur fermeture. Enfin, des tribunaux spéciaux ont été créés comme les CETC, les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens. En 2012, par exemple, Kang Kek, dit Douche, le directeur de la principale prison du Cambodge, le S21, qu'on appelle aussi le Tuol Seng, où près de 18 000 personnes ont été torturées et assassinées, a été condamné à la prison à vie pour crimes contre l'humanité. En deux mots, les massacres des Khmers rouges ont lieu entre 1975 et 1979, et on parle de presque 2 millions de morts. On pourra en reparler en classe si ça vous questionne. Tout ça, en tout cas, a abouti à la création en 2002 d'une juridiction pénale universelle permanente qui est chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. C'est la Cour pénale internationale, la CPI, qui est composée de 18 juges élus pour un mandat de 9 ans par l'Assemblée des 123 États parties. 111 procès s'y sont déjà déroulés en 20 ans, elle emploie plus de 400 personnes et ses dépenses sont financées par l'ONU, mais problème dont on reparlera, elle n'est pas reconnue par tous les États. Autre type de juridiction, les commissions vérité et réconciliation, qui ont été adoptées dans une quarantaine d'États, qui représentent plus de la moitié des mesures transitionnelles entreprises dans les années 70 à 2010. Elles privilégient la réconciliation aux condamnations, de sorte que les amnisties sont en fait très fréquentes. On retrouve ainsi ces commissions en Amérique latine, où il y a beaucoup de pays qui sont revenus graduellement à la démocratie, notamment en Argentine, où il y a une commission nationale sur la disparition de personnes en 1983 qui a été créée, puis au Chili en 1990-91. Côté Afrique du Sud, c'est après la fin du régime d'apartheid que la commission Vérité et Réconciliation s'est organisée entre 1995 et 1998, dirigée par l'archevêque Desmond Tutu, en proposant une amnistie en échange de confessions publiques. Plus de 7000 tortionnaires et 22 000 victimes comparaissent ainsi devant la commission, et si les procédures pénales sont rares, ces commissions sont saluées pour la reconnaissance qu'elles apportent aux victimes. Leur prise de parole est en fait envisagée comme un début de réparation. Enfin, dernier exemple, la commission Vérité et Réconciliation du Canada qui a été créée en 2008, qui offre aux personnes touchées directement ou indirectement par les séquelles des pensionnats indiens l'occasion de communiquer leurs récits et leurs expériences. On a ainsi plus de 6500 témoignages qui ont été recueillis et qui permettent graduellement d'organiser la réconciliation entre les descendants de colons, les pouvoirs politiques en réalité, et les peuples autochtones qui ont été lésés pendant la colonisation. On va revenir un peu plus longuement sur l'exemple des Gacaca, ces tribunaux locaux qui ont jugé des acteurs de violence très importantes ou des crimes plus secondaires comme des pillages. Au Rwanda, vous l'avez étudié en classe, le choix a été fait ainsi de recourir à des cours de justice villageoises où la justice est organisée et rendue par des citoyens et où les victimes rescapées peuvent directement s'exprimer. Ce sont des cours de justice mis en place entre 2002 et 2012 qui permettent de juger du coup les acteurs locaux du génocide des Tutsis. Ces Gacaca s'inspirent des anciennes assemblées dans lesquelles les sages des villages réglaient les différends de voisinage, assis sur les pelouses. Ces procès se déroulent en plein air ou dans des locaux scolaires en présence d'une assemblée de villageois plus ou moins importante. Florent Piton écrit « La mise en scène des procès est minimaliste, des bancs, une table derrière laquelle s'assoient les juges. Les seuls signes distinctifs sont l'écharpe aux couleurs nationales des juges et une tenue rose des accusés incarcérés.
L'accusé est directement confronté aux victimes et aux témoins, et chacun se défend oralement, sans avocat, face à des juges non professionnels issus de la communauté villageoise. Ils sont sélectionnés par des comités de secteur pour leur bonne réputation et leur intégrité. Ils reçoivent ensuite une formation sur l'histoire du Rwanda, les racines du génocide, l'influence des colonisateurs belges et quelques notions juridiques. Grâce à leur connaissance plus fine des contextes et des acteurs locaux, ces tribunaux locaux, donc, sont les mieux à même de juger les responsabilités des simples citoyens. Florent Piton parle ainsi d'une justice de voisins pour un génocide de voisins. Les peines peuvent être transformées pour moitié du temps en travaux d'intérêt général, en cas d'aveu, voire en sursis, qui correspond à peu près à un tiers de la peine en général. Les accusés sont donc largement encouragés à plaider coupables, et d'une façon générale, la réconciliation publique accompagne ou va se substituer aux poursuites pénales. Dernière partie, on va voir que le bilan de cette justice est assez nuancé, et on va réfléchir à savoir si finalement elle permet effectivement d'apaiser les mémoires et de rendre justice. Et on va commencer par la qualification des crimes, puisque ceux-ci sont d'une violence qui les rend difficiles à comprendre, mettant en évidence une cruauté qui témoigne de la déshumanisation des victimes. Au Rwanda, près de 75% de la population Tutsi, 3 personnes sur 4, a été assassinée en seulement 100 jours, soit entre 800 000 et 1,3 million de personnes. Presque 40% des victimes ont été tuées à la machette et seulement 14% par arme à feu. C'est un génocide qui est particulièrement violent et choquant, même si tout génocide est forcément choquant. Et en fait, plus un groupe identifié par ses origines ou par ses pratiques culturelles est présenté comme un danger, plus les violences qui se déchaînent ensuite sont inhumaines. En Bosnie, les populations sont déplacées ou exterminées au nom de la purification ethnique. Cette action s'effectue par la destruction des habitations et par l'exécution des réfractaires pour que le sentiment de terreur pousse les habitants à fuir d'eux-mêmes. En résultent des transferts de population, ce qu'on appelle l'ingénierie ethnique, la stérilisation de masse et les viols des femmes. Et entre le 11 et le 22 juillet 1995, on l'a déjà évoqué, environ 8000 hommes et adolescents bosniaques sont tués par l'armée des Serbes de Bosnie dans la ville de Srebrenica, à l'est du pays. Il s'agit du plus important massacre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, ce qui explique finalement qu'il a été qualifié de crime de génocide. Et pourtant, cette qualification fait débat. Le TPIR est ainsi le premier tribunal pénal international à mettre en application la Convention sur le génocide de 1948. Un demi-siècle plus tard, il affirme que c'est bien un génocide qui a été commis au Rwanda en 1994 contre les Tutsis en tant que groupe. Il reconnaît également le viol des femmes Tutsis par des hommes Hutus et des miliciens comme un acte constitutif de génocide. En mars 2000, se tient au TPY le premier procès traitant exclusivement de violences sexuelles contre des femmes. L'esclavage sexuel y est désigné comme un crime contre l'humanité, mais la Serbie réfute l'accusation de génocide confirmée en appel, pourtant, par la Cour pénale internationale de La Haye en 2007. Et cet événement fait débat. L'historien Yves Ternon, qui est spécialiste de l'histoire des génocides, partage le point de vue finalement de la Serbie sur cette question. Il nous explique que les innombrables crimes contre l'humanité perpétrés dans l'ex-Yougoslavie de 90 et 95 ne constituent pas un crime de génocide. Il faut, pour éviter de s'enferrer, distinguer le point de vue du juriste, bridé par un texte de loi, et celui de l'historien qui ne donne pas au concept de génocide le même contenu. Srebrenica, qui représente le pic de violence dans les guerres de l'ex-Yougoslavie, est un acte génocidaire et non un génocide. Cela aurait été un génocide si des actes de cette nature avaient été exécutés en de nombreux autres endroits, comme ce fut le cas pour le génocide des Arméniens en 1915 et 1916, celui des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale ou encore celui des Tutsis au Rwanda en 1994. Or, cette difficulté justement que l'on a à nommer les crimes de guerre complique le travail de mémoire. La question de la responsabilité pose également problème. En effet, la justice est conçue dans les démocraties pour individualiser au mieux les peines en fonction de la responsabilité de chacun. C'est un fonctionnement qui implique une certaine lenteur et qui est difficile à mettre en place quand les victimes se comptent par milliers, voire par millions, comme dans le cas de la Shoah, et lorsque les présumés coupables sont eux aussi plusieurs centaines de milliers, et ces crimes vont interroger également la responsabilité de l'État. Jacques Semelin, dans son ouvrage Purifier et détruire, y voit ainsi un principe commun de nettoyage ethnique consistant à rendre homogène une population et à éliminer les minorités grâce aux outils modernes d'identification et d'organisation, l'administration, les médias, le transport. Pour lui, cette ardeur à purifier traverse tout le XXe siècle. Il ne s'agit plus de soumettre des peuples rebelles ou minoritaires, mais de les détacher du corps social, quitte à les éliminer. Seulement, dans le cadre de guerre civile, l'implication de l'armée et des forces de l'ordre peut amener de simples citoyens à obéir aux ordres.
Il faut parvenir à faire la part des choses entre la contrainte et le libre choix des acteurs en interrogeant les responsabilités de chacun, depuis le soldat au chef militaire, voire au chef d'État, comme en Bosnie. Les accusés se déclarent innocents à l'image des animateurs radio au Rwanda, de Radio Mille Collines en particulier, qui encouragent la haine, mais expliquent qu'ils n'ont jamais tué personne, eux. L'un des arguments de la défense est ainsi de prétendre que les accusés n'ont pas personnellement tué ou que les ordres ont pu être mal compris. C'est la ligne de conduite d'Eichmann ou encore de Radovan Karadzic. Enfin, la responsabilité des accusés doit être établie ou rejetée au terme d'une procédure contradictoire. Seulement les contre-interrogatoires des avocats sont très durement vécus par les rescapés et les témoins, qui ne peuvent se constituer partie civile ni obtenir des réparations devant le tribunal pénal international. Enfin, tout n'est pas parfait dans ces tribunaux. Leurs débuts sont difficiles. Les premiers actes d'accusation ne sont émis que tardivement. Les premiers procès s'ouvrent en 96 pour le TPY et 97 pour le TPIR. Leur action reste limitée en raison de la lenteur des débats et des difficultés à procéder à des arrestations dans des États qui refusent leur concours au tribunal. Il a ainsi fallu 13 ans pour que le gouvernement de Belgrade s'implique dans la traque des criminels de guerre et livre les principaux suspects. Inculpé en 95 pour avoir planifié la purification ethnique en Bosnie, Radovan Karadzic, l'ancien président des Serbes de Bosnie, demeure introuvable pendant plus de 10 ans, tandis que Ratko Mladic, arrêté en 2011, après 15 ans de cavale. Côté rwandais, le TPIR est ignoré ou vivement critiqué. Concentré sur les seuls hauts responsables du génocide, son activité reste marginale. 8 personnes mises en accusation par le TPIR sont d'ailleurs toujours en fuite. Les Gachacha sont également critiqués, eux, pour leur collecte d'informations à charge, l'absence d'avocats et de juges professionnels, le risque de pression ainsi que leur instrumentalisation par le pouvoir rwandais. Certains rescapés se plaignent que tous les auteurs n'ont pas été arrêtés ou punis, et si les résultats du TPI sont modestes, 90 condamnés pour le TPY et 62 pour le TPIR, les Gachacha ont eux prononcé 800 à 900 000 condamnations. Autre problème, il s'agit d'une justice des vainqueurs. Les acquittements de 2012 et 2013 ont jeté ainsi le discrédit sur le TPY. Après avoir été condamnés pour crimes contre l'humanité et violation des lois aux coutumes de la guerre, les généraux croates Ante Gotovina et Mladen Markac sont acquittés un an et demi plus tard, ce qui laisse à penser que le TPY a pour consigne de ne condamner que des personnalités serbes. Mais la responsabilité de l'échec d'un processus de réconciliation échoit en premier lieu aux responsables politiques locaux qui n'en ont jamais voulu, tout simplement. Enfin, ces juridictions n'ont pas les moyens de leurs prétentions, elles dépendent dès leur origine puis de leur fonctionnement des États et de leur coopération. Or, la Chine et l'Inde ne sont pas encore membres de la CPI, tandis que les États-Unis et la Russie n'ont pas ratifié le traité. La jeune institution est d'autant plus fragilisée qu'elle a prononcé une série d'acquittements très contestés, comme par exemple en janvier 2019, celui de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, pourtant accusé de crimes contre l'humanité. Voilà, vous savez désormais tout de l'histoire, de la mémoire, des conflits et de la justice qui s'en est suivie. Beaucoup de choses ont été écrites sur le sujet, pour un peu tous les conflits, on en parlera ensemble en temps et en heure en classe. On va se retrouver pour parler maintenant de la question de la Shoah pour notre thème conclusif. Bon travail à tous.